bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes donc sur Radio Fréquence Atlantique pour notre émission hebdomadaire, émission que certains peuvent suivre sur Facebook et qu'on retrouve sur YouTube à partir du dimanche soir. Alors, vous savez que chaque fois, on fait des commentaires sur des faits d'actualité et des éléments de déconstruction. J'essaie de porter des éléments de déconstruction. Aujourd'hui, concernant l'actualité nationale, nous allons parler d'un événement tragique qui a ému toute la population. C'est la mort d'un bébé et qui a été affronté par une mère toxicomane. Ensuite, concernant l'actualité internationale, nous allons parler d'un nouveau signe qui, cette semaine encore, confirme la marche vers la guerre mondiale et le fascisme planétaire. Et en matière de déconstruction, justement, nous allons essayer d'insister sur la nécessité d'identifier nos vrais ennemis dans la guerre qui se déroule aujourd'hui entre le système et les peuples qui en sont victimes. Donc on va commencer avec l'actualité nationale. Avec effroi, on apprend, et tout le monde en parle, tous les médias en parlent, qu'on a trouvé un bébé mort-né dans un congélateur et que sa mère est une toxicomane qui est entre ce domicile et un squat. Donc, évidemment, les commentaires vont montrer. D'abord, je veux revenir sur cette notion de fait divers dont nous parlons souvent pour expliquer l'évolution du sens de ce terme-là. Au départ, les journalistes, pour organiser leurs émissions d'actualité, leurs informations, classaient dès le départ par rubrique. Alors, il y avait la rubrique actualité politique, il y avait sport, actualité économique, et là, on a ajouté une rubrique faits divers dans laquelle on mettait des événements sociaux qui ameutaient la population, qui faisaient le buzz, si on veut. Et c'était un genre de fouillis où on mettait tout ce qui n'était classé dans les rubriques bien codifiées d'économie, politique, etc. Bon, c'est une façon de voir, d'organiser un journal. Sauf que la notion de fait divers a évolué et ce qui étaient des événements inhabituels, exceptionnels, qui faisaient le buzz, c'est devenu le plus important sur tout le reste de l'actualité. Ça veut dire que les faits divers mangent l'actualité et pour faire du buzz, les journalistes, les médias aujourd'hui mettent en avant et commentent des faits divers. Par exemple, le fait qu'on ait élu une Miss, c'est un fait divers. Mais les journaux vont faire leur ouverture dessus et on va parler. Ce qui veut dire que la notion de fait divers, petit à petit, s'impose pour devenir un élément exceptionnel qui attire l'attention de tout le monde. Mais le plus pernicieux dans tout cela, c'est que quand on présente le fait divers, on n'insiste jamais sur les explications scientifiques, les explications objectives qui permettraient d'asseoir une réflexion. Et les gens vont commenter tous les faits divers sur des bases morales, jugement moral, ou bien de cancan, ou bien, c'est-à-dire sur du superficiel. Je veux montrer à travers ça que quand cette semaine, on va parler dans tous les médias d'un bébé trouvé dans un congélateur et d'une mère toxicomane, tout le monde va parler, va faire des jugements à la drogue, les gens qui... Il y a quelques journalistes qui glissent, oui, ça se fait parce qu'il y a une paupérisation de la société. Il y a quelques remarques qui sont faites, il faut le reconnaître. Mais il n'y a pas d'explication. Et ce qui domine dans la perception du public et dans les discussions qui se font autour de cet événement, ce sont des jugements moraux,
tout à fait subjectif. Ce qui fait qu'on n'a pas là de l'information. On n'a pas là un travail pour éduquer les gens, pour leur faire comprendre l'origine des difficultés. On est là pour faire de l'audimat et puis c'est tout. Alors, le problème, c'est que ce genre de perception augmente le mal-être, augmente les violences, parce qu'on a conscience qu'on vit dans un monde de fous et on ne comprend pas vraiment les situations. Donc on parle tout de suite dans des dérives. On voit un jeune homme passer à moto, cabré, roulant, faisant des fentes, etc. Mais 90% des gens vous disent, ces jeunes gens fous, hein, dans ça, si il n'y a pas de travail pour faire, on va diaboliser. Et jamais on ne va avoir le réflexe de dire, pauvre notre jeunesse. Mais pourquoi fait-elle ça? Pourquoi a-t-elle des conduites autosuicidaires comme ça? Pourquoi? Mais, enfin, il y a un pléonasme, des conduites suicidaires comme ça, autodestructives, je voulais dire en même temps. Pourquoi elle fait ça? Mais qu'est-ce qui explique que son cerveau fait qu'il mette sa vie en danger, celle des autres? Qu'est-ce qu'il y a dans son... Qu'est-ce qui motive ça? Non. Jugement. Et, pour prendre le cas de cette semaine-là, la femme, les gens posent la question de l'inconséquence d'une mère, du crime de tuer un bébé, etc., mais ne posent pas le problème de fond qu'il y a là précisément quelqu'un qui est atteint de troubles mentaux. Et comment expliquer le geste? Ceux qui ont étudié un petit peu de psychiatrie, ou peut-être que les psychiatres pourraient venir dans une émission expliquer cela, pourraient savoir que ce geste est fait par quelqu'un qui n'est pas maître de sa conscience, mais qu'il est symbolique. Le fait de refuser le bébé, parce que la dame à plusieurs reprises voulait perdre le bébé, certains journaux le disaient, décidément. Pourquoi? Son inconscient lui dit que la vie ne vaut pas d'être vécue. Son inconscient lui dit que je ne peux pas mettre au monde quelqu'un qui sera dans cette chose-là. Elle ne se dit pas ça formellement, mais le subconscient, c'est ce qui est derrière qui nous fait agir. Les psychiatres peuvent l'expliquer. Ils disent non, il ne faut pas que cet enfant la vive. Mais en même temps, qu'elle la met dans le congélateur, ce n'est pas dans une poubelle, hein, elle le met dans le congélateur. Ça veut dire quoi? Congélateur, ça veut dire quand même, je ne veux pas le perdre. Ça, c'est le genre d'explication scientifique qui, si elles étaient portées, aurait permis à beaucoup de gens de comprendre les douleurs, les crimes, les inconséquences sans porter de jugement moral et, en continuant l'explication, dire qu'est-ce qui a mené cette femme-là à être toxicomane. Et à partir de ce moment-là, réfléchir sur les responsabilités du système. Et là, on voit bien que nous ne sommes plus dans les faits divers, nous sommes dans les conséquences d'une société qui ravage les êtres humains en toute conscience, qui pourrait sauver les êtres humains, mais qui ravage en toute conscience les êtres humains. Nous avons suffisamment répété les 5 fléaux auxquels nous sommes confrontés et qu'il faut combattre. On a parlé tout à l'heure des dangers de guerre, des crises économiques, des crises écologiques, du fascisme, on va parler de ça tout à l'heure. Et puis, le 5e fléau, nous insistons pour dire que c'est le plus grave, c'est le délitement sociétal et le dérèglement mental généralisé qui est généré par le type de société dans lequel nous vivons. Donc, parmi cela, on a dit que le système génère un mal-être généralisé. Les troubles psychiques touchent tout le monde à un degré divers. Personne n'est épargné. Le degré est divers. Alors, il y en a qui vont sombrer dans la folie, il y en a qui vont avoir des conduites suicidaires, il y en a qui vont
et se détruire avec les toxicomanies, le phénomène sera aggravé. Et puis il y en a qui seront tout simplement enragés, vont conduire violemment, avoir toujours des conduites violentes dans leurs conversations avec leurs familles, leurs collègues, etc. Nous sommes tous athées. Parce que un être humain ne peut pas être, sauf quand on vit la société que nous vivons. Vous ouvrez votre télé, c'est crimes, c'est barbarie, c'est génocide. Vous recevez votre feuille d'impôt, vous avez travaillé toute votre vie, et puis vous voyez qu'on vous assassine d'impôts pendant que les gros sont défiscalisés. Vous êtes agressé. Vous voyez que vous êtes dans un pays, et puis un petit plouc suprémaciste vient vous appeler sale dans votre pays. Personne ne peut sortir indemne de cette situation-là. Simplement, les troubles sont à des degrés divers et nous avons à réfléchir sur les causes de cette situation-là et les moyens de nous sauver individuellement et de sauver collectivement la population. Cette semaine-là, il y a eu une journée qui parlait des conséquences de la ménopause chez les dames. Et on entendait des scientifiques dire que à ce moment-là, normalement la femme est irritée. Si le conjoint, si l'entourage ne sait pas que cette période de transition physiologique entraîne l'énervement, on regardera la femme, on dit, ah, mademoiselle, qui a emmerdé le monde, là, ceci, pas comprendre, et les conflits vont s'attiser. Mais si on a une culture scientifique qui dit, il y a ce problème-là. De même que mon adolescent de 15 ans qui me parle, qui me défie, et tout ça, je ne vais pas dire, des petits boucles, mais c'est pas non. Le papa qui serait instruit des périodes physiologiques saurait que, à cet âge-là, tout être humain passe par une période de crise, les hormones agissent, et psychologiquement, la personne a besoin de s'affirmer contre l'autorité pour devenir quelqu'un, et que c'est sain. Il faut gérer cela avec des moyens. Mais les scientifiques le savent. Mais les médias n'expliquent pas ça à la population. Ce qui fait qu'on rentre encore dans des difficultés, alors qu'un système dans lequel la bienveillance serait en avant, la pédagogie serait en avant, donnerait à tout le monde des possibilités d'interpréter les crises et de mieux les gérer dans l'intérêt commun. Alors, partant de cela, ces informations-là existent, mais il faut aller les chercher. Il faut les trouver. Je vous donne un exemple. Combien d'entre nous, dans le pays Martinique, sommes au courant des résultats des travaux de l'Institut Montaigne et l'Institut Théram sur les problèmes psychologiques et les troubles psychiques qui s'accumulent chez les jeunes? Combien de nous? Normalement, toute la population devrait être informée sur cela, massivement, avec des explications, plus que sur la couleur de la WAP des Miss qui se sont présentées au concours pour être Miss France ou Miss, etc. Quand vous lisez ce rapport-là, et que vous apprenez que 87% des jeunes, là c'est au niveau français, global, sont stressés par leurs études. 75% sont persécutés par leurs problèmes d'emploi, de travail. 36% des travailleurs indépendants, 31% des chômeurs et salariés sont atteints de dépression. Vous avez entendu? 36% des travailleurs indépendants, 31% des chômeurs et des salariés à temps partiel sont atteints de dépression. C'est une maladie qui fait qu'on ne peut pas agir, on ne peut pas travailler, on ne peut pas assumer ses responsabilités. Et puis on s'entend dire par le proche, enfin, il n'y a pas qu'à faire rien, il y a 6 là, il n'y a pas qu'à faire rien. Parce que cette personne-là ne sait pas ce que c'est qu'une dépression. Mais 36% de gens de travailleurs indépendants, 31% de chômeurs et salariés sont atteints de dépression. Ce n'est pas un chiffre au hasard, c'est des instituts scientifiques qui ont enquêté, travaillé, consulté pour arriver à cela. En Martinique, ou plus largement dans les colonies françaises,
39% des jeunes souffrent de dépression. Alors, pour la France dite hexagonale, donc colonialiste, le chiffre est important aussi, puisque c'est un système qui en est responsable, mais c'est quand même 27% des jeunes en France. Chez nous, c'est 39%. Je passe sur tous les chiffres qui sont vraiment édifiants. Je veux dire également que quand on étudie ce rapport-là, on voit que 27% des jeunes femmes souffrent de dépression, 22% des jeunes hommes souffrent de dépression, et cette vulnérabilité se traduit également par des troubles du sommeil qui ont une conséquence sur le comportement de la journée, bien entendu, fatigue, persistance, impossibilité d'étudier, etc., etc. Ça, c'est la réalité. Et j'avais déjà cité ici les chiffres du suicide. Récemment, c'est le 10 octobre 2025, le bulletin régional annuel des conduites suicidaires est publié par Santé publique France, révélait que les suicides et tentatives de suicide sont en hausse en Martinique. Donc, et c'est cela pour la 3e année consécutive. Ça veut dire que plus la crise s'approfondit, plus le mal-être se développe. Pour l'ensemble de la France et de ses colonies, 1 jeune sur 3 affirme avoir déjà eu des pensées suicidaires ou envisagé de se faire du mal. Consciemment, il l'avoue, mais je disais, le jeune Amotola, c'est une attitude suicidaire. Ça veut dire que la société désarticule les relations humaines. La misère économique, la misère sociale, l'impossibilité d'avoir un logement correct, de sentir des sargasses sans ne pouvoir rien faire, etc. Ajouter aux problèmes physiologiques et ajouter également au fait que cela s'aggrave, et quand on regarde les médias, non seulement on n'a pas de réponse, mais on a une incitation à aller dans la violence, dans la débauche. Désormais, ne parlons pas de faits divers. Parlons de dégradation de la société due à la nature du système que nous avons et de l'exigence d'apporter des réponses individuelles et collectives. Individuellement, c'est difficile, il faut avoir des soutiens, des conseils, des connaissances, et c'est collectivement que nous pourrons avancer dans la résolution de ces problèmes. Je passe donc à l'actualité internationale et aux nouveaux signes qui confirment la marche vers la guerre mondiale et le fascisme planétaire. On va commencer par notre région, les États-Unis. J'ai déjà expliqué que les États-Unis sont bloqués en Europe et ils veulent déléguer la guerre aux pays européens. Ils pensent avoir la main avec leurs chiens de garde israéliens dans la région et ils vont se concentrer sur ce qu'ils appellent leur arrière-cour, leur jardin. Aller chercher ce qu'on appelle la doctrine Monroe. Donc, pour eux, il est essentiel que la guerre, ici, dans cette région, dans notre région caribéenne, leur permette de mettre la main sur les réserves de pétrole du Venezuela, Trinidad accessoirement, et leur servent de tremplin pour reconquérir l'ensemble de l'Amérique du Sud et du Centre qui échappe à leur impérialisme. Et les Caraïbes, bien entendu, qui sont un nœud stratégique. Les États-Unis ont déjà commencé la guerre. Quand vous bombardez des bateaux de pêcheurs en disant « Oui, je lutte contre un narcotrafiquant africain », quand vous dites « Je vais bombarder le Venezuela » et vous envoyez, vous destroyez vos avions de guerre à proximité, vous réactivez la base de Porto Rico, vous êtes déjà en guerre. L'arrivée de Bolton. Je fais une petite parenthèse sur l'histoire de bateau. Vous avez entendu que le voyou qui tue des marins pêcheurs sans ordre international, sans justice, sous prétexte de lutter contre la drogue, il vient de gracier un
chef de trafiquant de drogue, ancien président du Honduras, qui était condamné à 43 ans de prison. On voit bien que c'est un prétexte. Donc ce monsieur-là prépare la guerre et en face, puisque c'est d'une guerre mondiale qu'il s'agit, les ennemis principaux qu'il vise, Russie, Chine, savent très bien que s'il prend cette base-là, les États-Unis seront moins armés pour gagner la guerre. Donc, Chine et Russie vont s'engager aux côtés du Venezuela. La Russie a déjà envoyé des missiles. Une des représentations de ces troupes ont défilé à Caracas aux côtés de l'armée vénézuélienne. Et la Chine a envoyé des bateaux militaires dans la région pour dire attention, il y a des limites à ne pas dépasser. Mais est-ce qu'on a besoin d'une démonstration supplémentaire pour dire que nous sommes déjà dans l'engrenage de la guerre mondiale? Alors, ça, c'est pour la région. Mais au plan global, comme il s'agit de préparer des forces militaires, et notamment en s'appuyant sur des gens sans foi ni loi, des voyous, des choses pour massacrer sans réfléchir sur les droits humains, on consolide l'international terroriste. J'avais déjà parlé de ça dimanche dernier. Quand on reçoit le chef d'Al-Qaïda, qui est aujourd'hui à la tête de la Syrie en complet, et qui ne met plus son turban, et puis en disant l'ancien chef d'Al-Qaïda, le président syrien, nous levons les sanctions, nous lui donnons de l'argent. C'est parce qu'on a besoin de terroristes. Quand l'Europe appuie indirectement les terroristes qui attaquent l'AES en Afrique, avec des moyens hypocrites, il y a l'envoi des mercenaires, ils sont là. Mais il y a l'argent. Le procès Laforge nous a montré ça. Mais il y a un système. On négocie avec les terroristes la libération des otages et on leur donne beaucoup d'argent. Ces otages-là sont des gens qu'on a laissés aller là, volontairement. On est en train de construire l'international terroriste. Quand on fait tout pour soutenir Israël qui pratique un génocide qu'on n'a jamais vu à une telle intensité au niveau international, c'est le terrorisme international qui bafoue le droit, les lois de la guerre, les résolutions de l'ONU qu'on installe pour pouvoir aller de l'avant. Je vais revenir sur la question du fascisme tout de suite. Je veux rester sur l'Europe. J'ai bien dit que Trump et les États-Unis s'occupent de l'Amérique, du continent américain, et puis ils délèguent à l'Europe le moyen de préparer la guerre mondiale. Nous avons à plusieurs reprises expliqué que, d'ailleurs Trump le dit clairement, je vous donne de l'argent, mais vous devez acheter mes hommes. À vous de mettre 5% de votre budget pour vous armer, pour vous occuper de ce front-là. Il faut qu'on partage la tâche de préparation de la guerre mondiale. Eh bien, les vassaux européens, j'ai failli dire un gros mot, les vassaux européens appliquent cela en augmentant les budgets militaires, en achetant des armes américaines, en développant leur industrie militaire, en fournissant massivement les armes à l'Ukraine. L'Ukraine, ce n'est pas une guerre entre la Russie et Zelensky, c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie qui se déroule sur le terrain ukrainien. Renseignements, drones, conseillers militaires, mercenaires, et c'est ça. Et il faut donner de plus en plus. À tel point que ça ne s'est jamais vu, je l'ai déjà dit. L'argent d'Hitler qui était dans les banques n'a jamais été saisi. La France, l'Allemagne décide de prendre l'argent de l'État russe qui est dans des banques pour dire je prends cet argent-là et puis je donne à Zelensky. Leur but, c'est vraiment d'être acteur de la guerre mondiale qui est en cours. Nous sommes déjà en guerre mondiale là. Ce n'est pas l'armée ukrainienne qui lutte, c'est l'OTAN
qui lutte contre la Russie. Et alors, nous allons parler de la France précisément. Il faut préparer l'opinion à la guerre. La question de la guerre de l'information, la préparation de l'opinion, c'est un élément clé pour que le peuple puisse soutenir l'effort de guerre. Voyez les affiches, les récits et déclarations d'avant 14 et d'avant 35, vous en aurez l'extrême répétition. Donc là, il faut préparer. Vous avez le chef d'état-major français qui vient vous dire, préparez-vous à envoyer vos fils mourir pour la guerre, pour défendre l'Europe. Et puis vous avez l'amiral Giuseppe Cavo Dragone, qui est président en exercice du comité militaire de l'OTAN, qui vous dit, bon, nous sommes déjà opérationnels en matière de cyberdéfense, c'est-à-dire attaque. Là maintenant, il nous faut accepter l'idée d'une frappe préventive. Le chef militaire de l'OTAN, le président, dit qu'il nous faut accepter l'idée d'une frappe préventive sur la Russie, dans certaines circonstances, à titre de mesure défensive. Mais il nous l'avait déjà fait. C'est pas Kouchner qui avait dit qu'il nous faut faire de la guerre et pour à des personnes, pour sauver les peuples menacés humanitairement par leurs dirigeants. Bosniaque. En Bosnie. À l'époque, en Bosnie, mais il avait, quand il était allé avec son sac de riz là, bon, bref. La France a développé l'idée de guerre humanitaire. Et plus généralement, l'Occident a développé les guerres préventives. Saddam Hussein a l'arme chimique, il faut aller le tuer. Et puis c'est pas vrai. Donc là maintenant, on développe l'idée de frappe préventive. On prépare l'opinion. Et quand on prépare l'opinion, il faut diaboliser l'adversaire. Mais si nous prenons le temps d'écouter les informations et d'y réfléchir, eh bien, nous allons voir la contradiction qui est dans le narratif des Occidentaux. La Russie a déjà perdu 1 million d'hommes. Tous les journalistes. Mais ils ne vont pas arriver à conquérir l'Ukraine. En un an, ils ont pris 1 centimètre. Ça veut dire que pour conquérir l'Ukraine, il aurait fallu 50 ans. Mais non. Et puis, ils ont une crise économique. Ils sont dans la chose. Et puis, les gens ne veulent pas la guerre. En Russie, la Russie n'a plus de troupes. Elle est contestée à l'intérieur. Son économie est foutue. Et on vient nous dire, elle menace l'Europe, elle va envahir toute l'Europe. Si on ne fait pas un effort de réflexion, on est pris. Parce qu'à force d'entendre, Russie, et puis tout de suite après, on fait un sondage. Êtes-vous d'accord pour que la Russie envahisse l'Europe? Mais non! Les Français ne veulent pas de la Russie, il faut se préparer à se défendre, etc., etc. C'est le conditionnement de la population pour préparer. Et puis, la guerre n'est pas que militaire, elle est aussi informatique et économique. Chers auditeurs, auditrices, ceux qui regardent la vidéo et tout ça, l'arme la plus redoutable qui est aujourd'hui entre les mains des impérialistes occidentaux, ce sont les technologies qu'ils contrôlent. Ça veut dire, un tic, vos hôpitaux sont bloqués. Un clic, vos banques sont bloquées. Un clic, tous vos téléphones portables sont closés. Et puis en même temps, ils l'utilisent pour voir qui dit quoi, qui fait quoi. Et puis tout le monde en visioconférence, nous allons faire une réunion pour dénoncer le colonialisme. C'est clic, ils préparent une contre-offensive. C'est l'arme la plus redoutable qu'ils ont. Le contrôle. Non seulement les impérialistes occidentaux, mais les terroristes et les hackers du crime organisé multiplient les blocages d'hôpitaux. Si vous ne versez pas tant de millions sur ce compte offshore, vous ne pourrez faire aucune opération demain. Les gens qui sont en attente là vont mourir. Ça se fait là aujourd'hui. Alors, hackers le font pour le crime et États le font pour préparer la guerre. Si nous n'avons pas une conception
globale pour nous préparer à tous ces dangers-là, il y a un cas chez l'autre. Et il faut bien comprendre qu'en cas de guerre ou de cataclysme, de catastrophe, dans l'esprit mental que nous avons décrit tout à l'heure, qui est déréglé, c'est lâcher coupé. Aujourd'hui, on se plaint de jeunes toxicos qui arrachent une chaîne, mais ce ne sera pas ça. Hein? Vous avez déjà vu des films sur cette affaire-là. C'est le vol de vos bouts. Ça se fait. Mais là, ça va se faire à grande échelle. Vol de votre bétail, vol de vos productions agricoles, etc. Défoncer chez vous, etc. Ça veut dire qu'on sera en anarchie totale si on n'a pas une structure pour nous préparer à résister outre cela. D'autant plus que j'ai dit qu'ils peuvent utiliser l'informatique pour tuer, mais ils sont, les impérialistes occidentaux, en train d'organiser un fascisme planétaire. Aujourd'hui, nous avons un certain Donald Trump. Tout le monde dit qu'il est fou, peut-être qu'il est fou, mais il est utilisé, il est envoyé par les multinationales, par les impérialistes occidentaux pour détruire le droit international, pour détruire les libertés individuelles et démocratiques. Et puis les autres font semblant de dire « Ah ouais, Trump », mais jamais ils ne condamnent Trump. Jamais ils ne l'appellent dictateur comme ils appellent Maduro dictateur. Ils se plient. Trump a dit je mets des impôts sur les produits qui rentrent, c'est illégal, ça ne respecte pas les lois de l'OMC. On ne fait pas une cabale pour le dénoncer. On va discuter, mais ne sois pas trop méchant, mais 10% seulement. On va continuer à acheter tes armes. On va investir chez toi si tu ne nous fais pas cette méchanceté-là. Ça veut dire que le monde capitaliste, le monde de la finance, ne va jamais s'opposer au dictateur Trump, puisqu'il a été mis là pour ça, justement. Et puis ce monsieur ferme les organes de presse, insulte les journalistes, tu es une truie, tu es une cochonne, tire-toi de là, tu es une imbécile. RSF, qui va faire des communiqués pour dénoncer le fait que dans un meeting, un journaliste a été mal accueilli dans une manifestation de gauche, ben, il n'y a pas d'action pour défendre la presse états-unienne. Vous avez déjà entendu parler d'une levée de bouclier mondial pour dénoncer les attaques de Trump contre les journalistes. La justice. Je vous ordonne de libérer Bolsonaro, autrement je coupe l'argent que j'envoie au Brésil. Un dictateur qui a fait un coup d'État. Je vous ordonne de ne pas mettre Netanyahou, c'est mon ami. Netanyahou même qui dit, mais oui, j'ai fait ça, mais ça va diviser la société, amnistiez-moi. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de démocratie, rien, c'est ça. Les saisies de banque, alors j'ai parlé des saisies des avoirs, oui. Cette semaine-là, les banques qui ont leur siège au Venezuela décident de bloquer l'argent des clients parce que les États-Unis, de certains clients, pas tous, des clients d'opposition, etc., parce que les États-Unis ont lancé un mot d'ordre de boycott. Interdiction de survoler le ciel du Venezuela. Les civils ne peuvent pas voyager, le commerce ne peut pas être réalisé. La communauté internationale, entre guillemets, ne prend pas de mesures pour obliger les États-Unis à respecter les droits des Vénézuéliens. Non. J'ai lu par hasard hier que une banque en Martinique décide de bloquer le compte du site dirigé par Confiant. Des gens faisaient des dons. Non, ce compte est blacklisté. Alors, peut-être que vous avez des informations. Est-ce que Raphaël Confiant, c'est un terroriste? Est-ce qu'il est poursuivi par la justice pour quoi que ce soit concernant les droits fondamentaux de la personne humaine? Non. Il écrit. On blacklist un compte en banque. On peut dire, ah ouais, mais Confiant,
Allez voir le poème formidable de Neuléon l'Allemand qui disait, quand les nazis sont arrivés, ils ont arrêté les syndicalistes, ils n'ont rien dit, etc. Cherchez ça, ça vaut le coup. Eh bien, à n'importe quel moment, comme on bloquait déjà les sites, les pages Facebook de ceux qui dérangeaient, pas de ceux qui mettent n'importe quelle cochonnerie pour abêtir le peuple, hein. Ceux qui dérangent politiquement, on bloque le aussi. Nous sommes dans le fascisme planétaire. Comment pourrons-nous communiquer avec nos compatriotes pour résister si nous ne pensons qu'à ces moyens-là pour pouvoir défendre nos droits? Le fascisme. Alors, ça m'amène à parler du troisième point, j'essaierai d'être plus rapide, de déconstruction, l'identification de nos vrais ennemis. J'ai dit que souvent on a un jugement moral sur les déviations, les déviances que des gens au sein du peuple peuvent avoir sans jamais prendre conscience qu'ils sont victimes. On a un crac, on va baisser carrément le... Donc, sans prendre conscience que les victimes, que ces gens-là sont victimes d'un système qui les détruit moralement et humainement. Et que nous devons apprendre à connaître ce système pour le combattre et notamment nous opposer aux politiques qui génèrent ces drames-là. Ce qui veut dire que la première chose à faire, c'est d'identifier les responsables du système que nous devons combattre. On tourne autour du pot, on cherche des explications. Il y en a deux pour nous qui concernent la Martinique, mais qui concernent l'ensemble du monde aussi. Ce sont les classes dominantes locales et le pouvoir colonial. En Martinique, c'est la caste béquée qui s'est emparée de l'économie avec la complicité de l'État qui fait la loi, qui empêche la concurrence, etc. C'est eux qui font la vie chère. C'est eux qui font que nos enfants n'ont pas d'emploi et qu'on leur préfère des gens sans diplôme parce qu'ils ont la couleur blanche. C'est eux qui sont responsables avec l'État colonial. C'est l'État colonial qui fait que nous n'avons pas de pouvoir politique de décider de notre vie et que nous sommes une colonie. C'est ça nos ennemis en tant qu'individus identifiables. Tant qu'on n'aura pas compris que c'est eux qu'il faut attaquer et non pas nos propres compatriotes, même si nous avons des divergences avec eux, on restera dans la situation et cette situation s'empirera. Qu'est-ce que nous avons vu ces derniers temps? Manœuvre militaire dans le sud, Marin, Vauclin, Rivière-Pilote, vous croyez que c'est pour protéger la population martiniquaise que les armées françaises sont là? Quand quelqu'un me dise, on a dit qu'il fallait renforcer l'arrivée des forces de l'ordre et par rapport à quelques jeunes qui se tuaient dans des règlements de compte. Ça doit faire 1 an ou 1 an et demi à peu près que la thèse a été évoquée. Il y a des escadrons français qui ont été désignés. Il y a des rotations qui sont faites. Oui ou non? Les choses sont restées telles quelles. Oui ou non ont-elles empiré? Elles ont empiré parce qu'ils ne sont pas là pour protéger la sécurité de la population. Ils sont là pour cadenasser la population. Les manœuvres militaires, c'est pour protéger les expatriés quand le peuple martiniquais va se dresser. Ça, c'est nos ennemis. C'est ça, nos ennemis. Quand nous apprenons que le procureur de la République, lors du procès des statuts, qui a dit « je ne demande pas de peine », qui reconnaissait un article de la législation européenne, qui admettait que ça faisait partie du droit à l'expression politique de s'attaquer à des symboles tels que ce qui a été fait. Et puis qu'on attend que le procureur fait appel. C'est un ordre qui a été donné. Parce qu'il ne faut pas que la victoire martiniquaise, qui est connue à l'échelle planétaire, ne nous donne de mauvaises idées. Continuez. C'est comme ça qu'il faut aller. Mais, excusez-moi, il n'y a aucun plan de bagaille là. Jamais ils ne pourront condamner ces résistants-là.
jamais ils ne pourront condamner ces résistants-là. L'histoire va nous donner raison. Donc, il y a ça. Et puis, il y a la grosse raciste des suprémacistes qui se sentent en confiance, qui se sentent protégés par le pouvoir colonial et qui vont de plus en plus loin. Cette semaine-là, devant Snako Corbet, un expatrié s'assied à la table en mangeant et disant les nègres sont des fainéants, ils sont incapables, etc. Pendant longtemps, jusqu'à ce que quelqu'un, une femme, merci les femmes, vienne lui dire foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Lâche. Je ne tolère pas de mon pays. Et d'autres personnes viennent dire mais il y a quelqu'un qui a fait ça à tel endroit. Ils sont arrogants. Ils ne pas connaître le peuple martiniquais. Ils n'ont pas eu temps pour connaître. Donc, c'est ça nos ennemis. Alors, quand on a dit ça, il faut que nous comprenions que les visées politiciennes électoralistes à court terme viennent mettre de la division dans cette cohésion qui nous est nécessaire. Prenons un exemple du détournement. Il y a des élèves boursiers qui n'ont pas reçu leur bourse et qui prennent du plomb. C'est la CTM qui... Donc, c'est normal que ces personnes-là aillent faire pression, etc. Mais tout de suite, on voit des politiciens dire « Ouais, la CTM pas bon. Là, il n'y a pas qu'à aider le peuple là. Il n'y a pas qu'à battre les associations subventions. Il n'y a qu'à faire riche nous morts. Tirez-yo là. Ce n'est pas de l'ignorance. Parce que ces gens-là qui disent ça, nous ne parlons pas des gens qui légitimement revendiquent le droit, ces gens-là savent bien que la CTM n'est pas maîtresse du jeu, qu'elle n'a pas de pouvoir politique. Quand vous avez un État qui ne donne pas l'argent des subventions qu'il doit donner à la CTM, et que la CTM ne peut pas payer des subventions, ce n'est pas la CTM qui est responsable, c'est l'État qui est responsable. Ce qu'on peut reprocher aux politiques, c'est de ne pas venir dire, c'est le pouvoir colonial là, c'est des scélérats, c'est eux qui ont fait notre chose là, il faut que nous prenions le pouvoir politique là, il faut que nous nous pour souveraineté nous. C'est ça qu'on peut leur reprocher. Mais on ne peut pas dire ça, c'est Je pense également à la question des sargasses. On ne peut plus, personnellement j'habite le Roubaix, je prends l'odeur. On ne peut pas aller à la mairie dire, notre des pas qu'à faire rien, etc., nous qu'à boire, etc. La municipalité vous explique, l'océan appartient à l'État. C'est lui qui doit régler ce problème. C'est pas nous, mais nous avons pris tant de millions pour faire des barrages, tant bien que mal. Mais on ne peut pas faire plus. Et cet argent-là qu'on a pris pour faire le travail que l'État devait faire, on l'a retiré des chemins qu'on devait réparer, des écoles qu'on devait délatiser, etc. Ils sont contraints parce qu'ils n'ont pas de pouvoir politique et que l'État ne remplace. Bon, la mairie convainc les délégations, mais ce n'est pas moi. On dit ça à la CTM, c'est autres qui la CTM, etc. Encore une fois, la responsabilité des élus devrait être de dire aux gens, en nous gourmand contre le pouvoir colonial là. C'est pas moi, mi preuve là. Mi ça m'a dépensé, etc. En nous, mon cabinet épisode, et puis nous allons devant la préfecture. Mais est-ce que ceux qui critiquent les élus viendraient dans une manifestation comme ça? Ils sont les gens qui contestent souvent, n'attaquent pas l'ennemi principal, le véritable ennemi. Syndrome de Lynch, c'est entre nous qu'on va se débattre. Mais est-ce que moi, je suis partisan qui exige que les élus fassent ça? Est-ce que je suis partisan de dire qu'il faut que ces élus aient gourmand pour le pouvoir politique là? Il faut que nous gourmand pour la souveraineté. C'est ça le problème. Donc nous avons une réflexion à faire pour dire, distinguons nos véritables ennemis, organisons-nous pour lutter contre eux. Ne cherchons pas de dérivatifs ou de boucs émissaires. Et les élus qui viennent utiliser les faillites et les défaillances de l'État doivent dire
Notre problème, c'est de lutter pour le pouvoir politique. Et nous devons nous tourner contre les élus qui refusent de lutter pour un pouvoir politique, qui viennent nous raconter, oui, l'intégration, la République, la continuité, etc. Non, il faut pousser les élus à exprimer ce que nous voulons. Et ce que nous devons mettre en avant, c'est la lutte contre les véritables responsables. Et nous devons chercher la rupture. C'est la question de rupture qui doit être posée. Rupture avec le pouvoir colonial. Rupture avec la domination de la caste béquée. C'est cette rupture-là. Mais ça ne s'improvise pas. Il faut s'organiser. Il faut s'informer. On a vu tant de choses qu'on ne sait pas, qui nous induisent à avoir de mauvaises conclusions. Il nous faut nous éduquer, nous former, nous préparer et nous structurer. Et à partir de ce moment-là, savoir que nous aurons des sacrifices à faire. Il n'y a pas de lutte sans sacrifice. Beaucoup d'entre nous, comme nous avons tellement fait, nous sommes prêts à faire des sacrifices pour avoir un petit soulagement. Il y a des gens qui, on va dire, de venir à une réunion pour essayer de changer les choses. On va dire, non, c'est pas intéressé, moi. Mais elles vont se faire un devoir d'aller tous les dimanches à la Française des Jeux pour jouer, à faire la queue, étudier les chevaux, etc. Il y a beaucoup d'études. Dans l'espoir que peut-être pas là, manquer gagner et puis manquer un soulagement. Je ne dis pas aux gens de ne pas faire ça. C'est leur loisir, c'est leur espérance. Chacun croit ce qu'il veut. Mais si ces gens-là sont capables de faire un sacrifice d'aller tous les dimanches pour jouer au tiercé, nous qui avons pris conscience, nous devons être capables de faire un sacrifice pour aller nous former et de nous organiser et consacrer une part de notre temps à la préparation de la lutte parce que je ne m'allais pas du programme. En cas de catastrophe écologique, si nous sommes organisés, unis, nous pourrons mieux résister et éviter des pertes inutiles. En cas de guerre, de blocus, nous pourrons nous organiser pour avoir un circuit économique intérieur. Ça demande de la préparation. Donc, je terminerai avec l'image sur la question de la responsabilité. Les parents qui aiment leurs enfants, il y en a qui sont accusés de ne pas s'occuper de leurs enfants, mais tous les parents qui aiment leurs enfants, qu'est-ce qu'ils disent à leur enfant quand l'enfant va jouer au lieu d'apprendre ses leçons? Ils leur disent, il te faut un travail, il te faut faire des sacrifices pour travailler, pour avoir un diplôme, pour exceller. Même si, malheureusement, il y en a beaucoup qui travaillent, qui ont des diplômes et puis qui continuent à avoir des problèmes. Mais à l'enfant qui n'a pas encore vécu, on fait la leçon de morale pour dire, il te faut être capable de faire des sacrifices pour demain. Est-ce que nous sommes prêts à faire les sacrifices pour demain? Est-ce que nous pouvons exiger d'un enfant qui n'est pas mature qu'il fasse ce que nous, adultes, nous ne faisons pas, pour diverses raisons? Je dis que tout cela, c'est une question de prise de conscience. On vit sans peut-être réfléchir à toutes ces choses-là, mais quand on les a entendues, quand on les a maturées, on doit dire, ouais, ça veut tout le monde. Il faut qu'on regarde, ça manque à faire. Je terminerai en vous disant, il y a des choses qui se font. Il y a des gens qui s'organisent un peu partout. Et en particulier, notre organisation essaie de consolider des comités populaires de région qui préparent notre population à ce combat-là. Et précisément, dans une semaine, nous aurons l'Assemblée générale des comités populaires qui vont expliquer leurs méthodes, donner l'exemple des pratiques qu'ils ont et surtout proposer les orientations pour mettre en œuvre tout ce que j'ai développé dans cette émission. Je vous remercie. Alors c'est le dimanche 14 à l'IMS, Institut Martiniquais des Sports, sur la route du Vieux-Pré, avant l'hôpital Mango-Vilsec. Merci de votre attention et nous nous retrouvons la semaine prochaine.